Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et l'amour rayonnant d'Allah soient sur chacun et chacune d'entre vous. Avant de débuter cet épisode, je souhaitais faire une première introduction pour vous souhaiter évidemment une bonne fête. Aïdikum mabrouk, taqabbalallah minna wa minkum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous ainsi que de vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, que nos invocations soient exaucées. Et puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse grande miséricorde à nos défunts et accorde la shifa, la guérison pleine et entière à nos malades. Allahumma amin. Je souhaitais aussi en profiter pour vous remercier pour ces audiences incroyables durant le mois de Ramadan. Vraiment, le podcast a été extrêmement écouté et j'en suis ravie, mais bien au-delà du podcast, en fait, j'en suis ravie parce que pour moi, ça dit quelque chose de la Oumma, ça dit quelque chose de la communauté, ça dit, je l'espère, que on essaye vraiment de mettre en place de nouvelles habitudes durant ce mois béni et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette vraiment de repartir sur de bonnes bases et de conserver les habitudes qu'on a mises en place durant ce mois béni jusqu'au prochain Ramadan, si toutefois Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'y assister. Allahumma amin. Sans plus tarder, je vous laisse profiter de cet épisode. Merci encore pour votre soutien. Merci pour tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, vous préserve et qu'il vous aime. Vous avez des gens qui découvrent qu'ils sont en communauté et vous avez d'autres gens qui découvrent que les promesses n'engagent que ceux qui les croient, par exemple. Alors selon moi encore, et de mon expérience, on ne divorce jamais pour rien. C'est-à-dire que les époux sont les mieux placés pour savoir si la situation elle est tenable ou pas. Qu'est-ce que toi tu vois au sein de la communauté musulmane? Pourquoi on divorce au sein de la communauté musulmane? Alors le motif, on va dire le plus futile et je dirais c'est le moins grave, ce sont les divorces qui interviennent très vite. Alors je vais parler crûment, mais sans connexion, pas de déconnexion, c'est juste qu'ils se sont mis ensemble parce que c'était l'heure de se marier, que objectivement il ou elle présentait certaines garanties. Mais selon moi, il n'y a jamais eu de déconnexion et on se retrouve avec des gens qui se sont jamais compris, quoi. Ils divorcent. Et c'est vrai que quand on arrive à l'audience, on se dit c'est pas qu'ils ne vont pas ensemble, c'est que c'est évident. Limite, c'est évident en fait qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Ce qui réussit, je vois ceux qui s'en sortent le mieux. Vraiment, il y a un concept, je sais pas si, en arabe qui est connu. Je sais pas si, je sais pas comment le traduire dans d'autres cultures. C'est la niya. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Il y a des épisodes que l'on a hâte d'enregistrer, mais qu'on appréhende un peu de diffuser. Parce qu'il peut heurter les sensibilités, ou parce que lorsqu'on n'est pas directement concerné, on craint de passer à côté du sujet. Mais alhamdoulilah, lorsqu'Allah nous envoie des invités de qualité, les doutes sont alors balayés, et reste alors la joie de vous faire profiter d'une conversation profonde et enrichissante, Inch'Allah, pour le plus grand nombre. Parce qu'elle est avocate spécialisée dans le droit de la famille et du mariage, j'avais beaucoup de questions à poser à Maître Hadji. Dieu merci, elle y a répondu à la fois avec un grand respect et une belle humanité pour ses clients, et une bonne dose de transparence et d'humour pour les auditeurs avides d'informations exclusives que nous sommes. S'il y a bien une chose à retenir de notre conversation, c'est que tous les divorces ne se ressemblent pas. Toutefois, il existe des écueils, des réalités, des erreurs communes qui peuvent mener à des ruptures. Durant la première partie de cet épisode, vous découvrez que la méconnaissance du statut du mariage mène souvent à la fin chaotique d'un ménage, que l'argent est un sujet clivant et omniprésent, souvent bien plus que les enfants, que les mauvaises raisons de se marier conduisent souvent à de bonnes chances de divorcer, que les causes de divorce ne sont pas toujours celles qu'on le croit, particulièrement dans notre communauté, et qu'enfin se marier en Allah ne nous prémunit pas d'une séparation, parfois d'une douleur sans nom. Cet épisode est une pépite pour toutes celles et ceux qui souhaitent en apprendre beaucoup sur le divorce en général, sans faire de généralité. CQFD, on va bien plus loin que le fameux « de nos jours, on divorce pour rien », et franchement, ça fait du bien. La seconde partie de cet épisode sera diffusée exceptionnellement mardi prochain, Inch'Allah, parce qu'un tel savoir n'attend pas. Assez parlé, je vous laisse profiter de ma conversation passionnante avec mon invité, et d'ici là, je vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Maître Hadji, comment allez-vous? Salam
Alaikum, Madina, ça va très bien, merci et vous? Je vais bien et je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Je dis souvent je suis ravie, mais vraiment pourquoi je suis ravie? Parce que c'est un sujet que je voulais travailler depuis de nombreuses années et je suis contente d'avoir trouvé en vous une personne qui, j'en suis sûre, répondra à nos questions au mieux parce que je sais que des questions, on s'en pose sur ce sujet. Avant de commencer, Maître Hadji, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement pour que les auditeurs comprennent à quel point vous étiez la meilleure personne pour répondre à nos questions aujourd'hui? Bah, écoutez, je m'appelle Anan Haji, je suis avocate et j'exerce depuis 9 ans, donc principalement sur la commune d'Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine et à Cergy dans le 95. Et j'exerce principalement en droit de la famille. Alhamdoulilah. Merci pour cette précision. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet qu'est le divorce, j'aimerais commencer par donner des chiffres qui donneront un peu peut-être une cartographie de l'état du divorce en France. Donc en France, près de la moitié des mariages se terminent par un divorce et en Île-de-France, c'est un peu plus d'un sur deux. Dans 75% des cas, ce sont les femmes qui demandent le divorce et la raison invoquée principale, c'est la bonne vieille charge mentale. Et en 2016, selon l'INSEE, 128 000 divorces ont été prononcés, soit 4 400 divorces de plus qu'en 2015. Une grosse progression en un an. Ma première question pour vous, Hanan, c'est que j'ai le sentiment, et c'est vous aussi qui me l'avez dit, vous m'avez dit dans la communauté musulmane, moi je dirais plus peut-être maghrébine, mais on pourra revenir dessus, il Mhm. y a vraiment presque une obsession sur le mariage à la mairie. En tout cas, c'est très important et on comprend pourquoi, on ne juge pas, pas du tout au contraire. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'on signe en fait. On ne sait pas quand on arrive au moment du divorce, ah bon, j'ai signé ça, ah bon, j'étais d'accord pour ça. Ma première question, c'est pourquoi finalement est-ce qu'on est aussi peu informé avant de se marier? Et la deuxième question qui en découle, c'est quoi les conséquences de ce manque d'information, voire de cette mauvaise information? Alors, pourquoi on est si peu informé, selon moi, et ce que je constate dans mon exercice professionnel, c'est que la plupart des gens qui se marient généralement, ils se marient à la fin de leurs études ou dès qu'ils commencent à entrer dans la vie active. Autrement dit, ce sont des personnes assez jeunes et qu'au moment précis où ils décident de se marier, eh bien, ils n'ont pas constitué de patrimoine, ils sont encore au tout début de leur carrière, et donc il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de patrimoine à protéger au moment de l'union. Quand on a des gens qui se marient à un âge beaucoup plus avancé, là, ils consultent, là, il y a des choses, il y a des enjeux à protéger. Mais la plupart du temps, effectivement, donc on est jeune, on est naïf, on sort de l'école ou bien on commence à entrer dans la vie active pour ceux qui n'ont pas entrepris de grandes études. Et donc, donc la situation, les circonstances ne nécessitent pas de s'interroger, ou du moins ça, c'est pas la priorité des jeunes mariés. Oui, bien sûr. Et c'est quoi, du coup, les conséquences que vous constatez dans votre cabinet quand, quand la séparation vient à arriver? Alors les conséquences, c'est qu'on se marie en pensant que c'est qu'une histoire de love, qu'une histoire d'amour, et la réalité est tout autre en fait. Le mariage, c'est un contrat entre deux personnes dont va découler des obligations, dont le non-respect est constitutif d'une faute, susceptible d'engager la responsabilité de l'époux défaillant. Donc vous avez notamment donc les obligations Dit pour comme ça fait beaucoup respect. moins love, on est d'accord, en effet. Voilà, c'est exactement. Donc c'est Ouais. un contrat et c'est du juridique qui va se greffer sur deux histoires, on va dire, de deux destins. Donc vous avez les obligations, enfin vous avez le respect, la fidélité, le secours, l'assistance, la solidarité des dettes ménagères. Vous avez par exemple, je vais vous donner les exemples qui seront le plus, enfin qui vont plus parler, qui sont le plus facile à appréhender. Vous avez par exemple une immunité familiale sur le plan pénal. Il n'y a pas de vol entre époux. Donc si votre époux vous vole votre voiture, eh ben, vous n'allez pas pouvoir porter plainte en disant mon époux il m'a volé ma montre, il m'a volé ma voiture. Au commissariat, on va vous dire écoutez, il y a une immunité familiale et donc il n'y a pas de vol entre époux. Donc Alors, circuler, il n'y a rien à par- voir. Par exemple, hein. quel que soit le contrat qu'on signe, parce que ça, par contre, c'est quelque chose. Ah oui, Si on oui, est non, en mais là, sur séparation de le biens, plan pénal, je parle sur le plan pénal. C'est-à-dire que d'accord. vous avez un inconnu ou un collègue ou un voisin qui vient, qui vous vole un sac à main, une montre de luxe, vous allez pouvoir porter plainte et le traduire sur le plan pénal. Si c'est votre mari qui dissimule, ben on considère, peu importe le régime matrimonial choisi, qu'il n'y a pas de vol entre époux. C'est la règle.
Vous avez par exemple un autre exemple qui est assez parlant selon moi, c'est qu'un époux ne va pas pouvoir vendre sans le consentement de l'autre époux le logement qui est affecté à l'usage de la famille, quand bien même ce bien serait un bien propre. C'est-à-dire qu'il aurait acquis le bien avant de se marier intégralement payé, il met son bien immobilier à destination de l'usage de la famille, eh ben pour le vendre, il ne va pas pouvoir le vendre seul dès lors qu'il a décidé d'affecter ce bien à l'usage de la famille. Donc il va C'est-à-dire qu'il falloir faut, obtenir le consentement de l'époux. ça va Et être donc tout ma ça, question. Il faut voilà. qu'il Et obtienne donc le consentement de l'époux, pardon, ou de l'épouse, mais ça ne veut pas dire que par contre ils vont faire 50-50 si lui il a payé à non, 100%. Mais c'est juste que par non, contre la non, non. personne est obligée de dire ok, je suis d'accord pour partir. Mais si elle veut pas Voilà. partir, là on est sur quelque chose, on est sur une trêve De hivernale qui n'a pas de fin en contentieux. fait. D'accord. Voilà, non, non, bah, il faut aller voir un juge et solliciter, forcer l'autorisation pour pouvoir vendre un bien. Et donc ça, quand on explique ces règles-là aux époux qui traversent une crise ou tout simplement qui découvrent ces règles-là, ben, ils tombent de très haut en nous disant mais c'est pas possible, c'est mon bien, je comprends pas, si j'avais su, je me serais jamais mariée. Enfin, c'est très très souvent la réplique qu'on entend nous dans nos cabinets. Waouh. Et j'ai envie de faire un lien quelque part avec le mariage en islam. Alors, j'ai pas assez de science sur le sujet, mais une amie me disait qu'en fait, le contrat de mariage en islam, c'est vraiment sur le droit commercial. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une transaction. Et quelque part, je fais ce rappel-là pour rappeler aux personnes et me rappeler à moi que effectivement, quand on se marie, l'amour ne doit pas être le seul critère. Ça, c'est vraiment une vision du mariage qu'on nous a vendue. Mais en fait, il faut pas se dire que c'est purement une transaction et qu'il y a pas de sentiment, que tout ça est très froid. Mais par contre, le sortir complètement de son union, cette vision-là, c'est quand même très problématique. Et la deuxième chose, c'est que il faut aussi qu'on se rappelle que en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'aller chercher le savoir. C'est fondamental. Et je trouve que dans notre génération, dans notre société de manière générale, parce on vit en France, certains sujets sont tabouisés, notamment le divorce et le décès, par exemple. Alors qu'en islam, on nous dit qu'il faut faire un testament. En islam, on nous dit que effectivement, quand on apprend les sciences religieuses du mariage, on apprend les sciences religieuses du divorce également. Donc, merci de nous redonner la possibilité d'avoir des informations. Et je le vois comme un appel à nous tous de nous rappeler du fait de se renseigner avant que les choses n'arrivent. Ne serait-ce que parce que c'est presque notre devoir, en fait, quelque part, de se renseigner. J'aimerais, vous avez évoqué un peu la question du contrat de mariage. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots? Je sais qu'il en existe plusieurs. Et c'est pareil, vous me disiez quand on préparait l'interview que très souvent, les personnes, quand elles viennent vous voir, elles savent pas qu'elles ont signé quelque chose. Elles se rendent même pas compte. Pour elles, c'est ben non, on n'est pas parti chez le notaire. Enfin, on n'a pas cette notion de j'ai signé quelque chose. Est-ce que dès lors où on va à la mairie et qu'on n'est pas passé chez le notaire, on est quand même considéré comme ayant signé un contrat qui est tacite? Ou est-ce qu'on l'a vraiment signé à la mairie? C'est quoi le régime de la séparation des biens? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus? Alors, quand on se marie en France, ou d'ailleurs peu importe les pays, vous avez un régime matrimonial qui va s'appliquer par défaut. Donc en France, le régime par défaut qui va s'appliquer, c'est le régime de la communauté de biens. Et dans les systèmes de droit islamique, Maroc, Algérie, Mali, pays du Golfe, peu importe, tous les pays musulmans, c'est la charia qui va s'appliquer. Et donc le régime par défaut qui va s'appliquer automatiquement, de manière tacite, ça va être le régime de la séparation de biens. Donc on est vraiment dans deux systèmes complètement opposés. Alors pour en revenir à la France, le simple fait de se marier, de passer à la mairie, vous fait basculer automatiquement dans un système de communauté de biens qui va impliquer que tous les acquis de la communauté, c'est-à-dire que tout ce que le couple va gagner après le mariage tombera dans une sorte de panier commun, sans possibilité, on va dire, d'individualiser l'origine, on va dire, de ce qui va venir alimenter ce panier commun. Et il y a possibilité donc de déroger, d'éviter ce passage en communauté de biens en ayant recours donc avant le mariage à un contrat de mariage donc notarié. C'est quelque chose qui se fait devant le notaire et qui va permettre aux époux de choisir le régime matrimonial qui va s'appliquer à leur mariage. Donc à défaut de contrat de mariage, c'est ce régime de la communauté de biens qui s'applique, donc le régime légal qui s'applique à défaut de choix contraires ou express des époux. D'accord. Et alors, juste une dernière question là-dessus. Ce régime, le régime de la communauté des biens, c'est considéré comme un contrat ou pas du tout? C'est un régime. Et si on veut pas adhérer à ce régime, on signe un contrat de mariage où là, on peut choisir son autre régime. Alors c'est ça. Le régime de la communauté de biens, c'est pas un contrat en France, c'est le régime qui s'applique sans contrat.
à défaut de contrat, on va avoir le régime de la communauté de biens. Et si vous souhaitez opter pour un régime séparatiste, un régime de séparation de biens, dans ce cas-là, il faut aller voir un notaire et signer un contrat chez le notaire en disant au notaire, voilà, nous on va choisir pour notre mariage le régime de la séparation de biens ou le. Alors là, il y a d'autres régimes, mais c'est déroger, on va dire, à ce régime légal, on va dire, de la communauté réduite aux acquêts. Ok, merci beaucoup pour ces informations. À présent, je pense que ce serait bien qu'on parle du divorce plus précisément. Vous nous avez déjà donné là quelques indications des règles qui s'appliquent aux époux et qui sont quand même assez, franchement, j'ai envie de dire ahurissantes quand on n'est pas en tout cas dans le domaine. Là, le fait, par exemple, on peut pas se voler entre époux alors que la personne nous a foncièrement volé, ça paraît incroyable. Est-ce qu'il y a deux, trois règles comme ça que vous pourriez nous donner, encore une fois, pour que les personnes puissent se dire, non, mais ça, en fait, c'est la base. Je dois savoir ça avant même d'aller voir mon époux ou mon épouse en disant, j'ai envie de divorcer. Ou même si demain, on a quelqu'un autour de nous qui est dans ces situations, on pourra lui dire, attention, sache que telle ou telle chose. C'est quoi les deux, trois fondamentaux à savoir avant d'enclencher une procédure de divorce? Alors les deux, trois fondamentaux, on va dire enfin, les aspects sur lesquels les époux peuvent avoir un impact, peuvent encore, enfin, les aspects sur lesquels les époux peuvent agir dessus, ce serait uniquement l'aspect d'ordre patrimonial. Le reste, c'est la loi qui prend le relais et qui va régir la relation entre les époux, qui va régir la relation entre les époux et leurs enfants. Là où les époux vont pouvoir enfin agir un petit peu, ce sera le patrimoine. C'est-à-dire que quand ils apprennent qu'ils sont en communauté de biens, par exemple, et que l'épargne, les livrets A, l'épargne salariale, que tout ça, ça tombe en communauté, eh ben, on leur demande de s'organiser un peu sur ça avant de revenir nous consulter. D'accord. Ça veut dire quoi s'organiser sur ça? Ça veut dire concrètement, moi demain, vraiment c'est pour l'exemple. Moi Bah, demain, ça je veut veux dire que vous divorcer. dire, allez, dépend. En fait, vous êtes en Voilà. communauté de biens. Moi, vous me Oui. dites, moi, j'ai pas envie de partager mon épargne. Voilà, clairement. Qu'est-ce Voilà, qui se passe quand c'est comme ça? j'ai pas envie de partager mon épargne. Je considère que c'est injuste, que c'est le fruit de mon travail, que moi j'ai économisé alors que lui il a flambé tout son argent. Qu'est-ce que je fais mettre pour que il en profite pas trop? Alors la règle, je vais vous rappeler la règle en vous disant que ça tombe dans le panier commun et que monsieur a droit à la moitié. Maintenant, si vous voulez pas que monsieur profite, eh bien, débrouillez-vous, mais revenez nous voir sans épargne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être des dépenses, aller à la Mecque, je sais pas, faites des grosses dépenses. Mais voilà, dépensez votre épargne avant de D'accord. venir nous voir si vous ne souhaitez pas, enfin si vous ne souhaitez pas la partager. Donc Et aller en si, vacances avec vos enfants, enfin voilà, faites-vous des kiffs. Sinon ça va profiter à l'autre oui, alors du si coup, c'est pas votre on choix. peut pas préserver cette épargne-là. C'est-à-dire qu'on peut pas, je sais pas moi, faire un don à notre famille en se disant, bon Non, bah voilà, on peut pas faire ça? non. Si vous êtes en communauté de biens, vous ne pourrez pas priver la communauté de ses acquets sans l'accord de l'autre. Donc D'accord. non. Donc vraiment, c'est lourd de conséquences un mariage et c'est la raison pour laquelle vraiment il faut se renseigner et il faut prendre une consultation, je pense, avant de se marier. D'ailleurs, c'est ce que font les gens par exemple, qui se remarient après un divorce, ou les Mmh. gens qui se marient tardivement, mais qui ont des situations bien établies avec des gros intérêts à préserver. Eux, systématiquement, ils prennent les informations avant de s'engager. D'accord. En fait, j'ai l'impression que les gros travers et les gros drames qu'il y a autour du divorce, c'est l'argent. C'est moi ou parce que là, on revient beaucoup sur et le patrimoine et l'argent. C'est un sujet? Alors, oui, alors effectivement, le financier, ça va être la source, on va dire, la source de conflits et de contentieux la plus importante dans un divorce. Parce que finalement, quand il y a des enfants, bah, les gens sont assez, enfin, il va de soi qu'il va falloir se mettre d'accord sur le mode de garde, sur le droit de visite. On a des amis qui ont divorcé, donc on sait à peu près comment ça va se passer. Mmh. Maintenant, le financier, il y a des gens qui découvrent. Donc, ils découvrent premièrement qu'ils sont en communauté de biens et que même s'il a payé seul le remboursement de la maison et qu'il a mis la maison à son nom seul, il ou elle bien sûr, eh ben ça ne suffit pas à faire échapper ce bien de la communauté. Donc, si vous avez fait un bien immobilier et que vous l'avez mis à votre nom seul, c'est pas suffisant pour faire échapper un bien à la communauté si vous avez remboursé le bien pendant le mariage. Waouh, le simple Vous fait voyez en ce fait que... d'être marié fait Ah que oui, ce oui. qui est à toi est à moi.
C'est ça, hein? Exactement, OK, exactement. Après, il y a d'accord. toujours des exceptions, par exemple les héritages, les donations, des indemnités qui vont venir réparer un préjudice moral ou corporel. Ça tombe pas en communauté. Mmh. Donc, si vous achetez par exemple un bien durant le mariage avec une donation de vos parents, bah, le bien, finalement, il tombera pas vraiment en communauté puisque vous allez pouvoir récupérer au moment du divorce la donation que vos parents vous ont faite. Vous voyez ce que je D'accord. veux dire? Donc, Ouais, il je y a vois. toujours des exceptions. Donc là, on va rester sur les grandes règles. Mmh. Donc, vous avez des gens enfin, qui découvrent qu'ils sont en communauté et vous avez d'autres gens qui découvrent enfin, que les promesses n'engagent que ceux qui les croient, par exemple. Donc au début du mariage, vous allez avoir l'un des deux époux qui va dire à l'autre, écoute, moi c'est ton argent, je te prendrai rien. Et donc l'autre époux qui a cru à cette fable, et au moment du divorce, quand l'autre lui dit, ben, finalement non, moi c'est mon droit, c'est la loi qui prévoit que je prends la moitié. Alors voilà, tout le monde tombe des nues. Mmh. OK. OK, OK. Si on reste sur le côté purement, juridique, est-ce que vous pourriez un peu nous renseigner sur les différents types, les différentes formes de divorce, de séparation qu'il existe en France? Parce qu'il me semble qu'il y en a plusieurs. Alors, il existe 4 cas de divorce en France. Vous avez le divorce pour faute, le divorce par consentement mutuel, le divorce accepté et le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Alors, grosso modo, le divorce par consentement mutuel, c'est quand les deux époux sont d'accord sur le principe du divorce et sur les conséquences. Ça donne, on est d'accord pour divorcer, on est d'accord pour s'organiser comme ça pour les enfants, la pension ce sera tant, la maison c'est toi qui la gardes, c'est moi qui la garde. En gros, on est d'accord sur tout. Ça, c'est le plus facile, on est d'accord? Voilà, c'est le moins contentieux. C'est le divorce consensuel où D'accord. les époux décident des conséquences de leur divorce. Finalement, le Mmh. juge ne fait qu'homologuer l'accord des époux, enfin le juge ou le notaire d'ailleurs. Vous avez le deuxième cas de divorce, c'est un divorce semi-contentieux, où vous avez les époux qui sont d'accord sur divorcer, sur le principe du divorce, pardon. Donc on est d'accord pour divorcer, mais on n'est pas d'accord sur les conséquences. Donc voilà, il peut y avoir un désaccord sur le montant de la pension alimentaire, sur les enfants, sur le partage des biens. Et donc, comme on n'est pas d'accord sur les conséquences, on va soumettre au juge uniquement les conséquences du divorce. Mmh. Vous avez après un divorce, donc c'est le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Donc c'est un divorce pour séparation de fait d'un an. Donc il suffit de démontrer au juge qu'on est séparé de fait durant un an pour qu'il prononce le divorce et statue sur les conséquences. Mmh. Et le quatrième cas, c'est le divorce pour faute. Donc ça peut être donc de l'adultère, ça peut être un défaut d'assistance, ça peut être des violences, enfin voilà. C'est les carences, voilà. C'est le non-respect des obligations que j'ai rappelées au début Mmh. par l'un des époux qui sont constitutifs d'une faute et qui permettent à l'époux qui en est victime de demander le divorce sur ce fondement, D'accord, avec des compensations, j'imagine? avec des compensations Mmh. et des D'accord. indemnités, voilà, des dommages-intérêts. D'accord. Alors, en fait, je vous ai posé cette question-là parce que j'ai une sous-question qui était derrière. C'est quoi la répartition dans la communauté musulmane des types de divorce, en tout cas, vous, dans les exemples que vous avez? Et puis, comme vous exercez depuis 9 ans, est-ce que vous avez quand même vu une évolution des types de divorces qui sont invoqués au fil des années, encore une fois, au sein de la communauté musulmane? Alors, il n'y a pas vraiment d'évolution, c'est quelque chose, enfin, ce sont des données assez constantes selon moi, ou du moins de ce que je constate dans mon expérience. Alors, quand il n'y a pas de biens, quand il n'y a pas d'argent, quand il n'y a rien à gratter, entre guillemets, hein, pour parler trivialement, eh ben, les divorces à l'amiable, ça se passe très bien. Donc, c'est rapide, on divorce vite, on se prend pas trop la tête, on est à peu près d'accord pour tout, parce que finalement, il n'y a pas de point de crispation. Ça, c'est le Il y a consentement deux, mutuel. Ça, c'est le C'est consentement mutuel, d'accord, voilà, mais OK. c'est quand vraiment il n'y a pas d'enjeu. Quand il n'y a pas Mmh. d'enjeu financier, finalement, ça va très vite. Quand il y a des enjeux financiers, ben là, on part beaucoup sur de la faute. Beaucoup D'accord. sur de la faute ou du divorce accepté quand vraiment, vraiment, on a un niveau enfin voilà quoi, un niveau d'apaisement entre les deux époux, mais vraiment, c'est rarement le cas. D'accord, très bien. J'ai une dernière question qui justement, colle un petit peu à la question, financière. Ça coûte combien de divorcer? Je pose la question parce que, en fait, moi avant de préparer, notre enregistrement, naïvement, je me disais: «Ben, un divorce ça coûte, des frais d'avocat et puis c'est tout» et en fait, pas du tout. J'ai bien compris qu'il y avait d'autres frais, et je me suis dit: «Bah, ça c'est pareil, je pense que les personnes, devraient être au fait de ça» parce que je pense que si les gens savaient combien ça coûte de divorcer, bah, je pense que les divorces se feraient, peut-être différemment.
Alors votre question, enfin ta question, elle m'intéresse énormément. Je la trouve très pertinente, moi, à titre personnel et dans mon C'est gentil. activité, Ok. parce que un divorce, en fait, enfin un divorce, a un coût. Mhm. Enfin, si vous souhaitez être bien défendu. Hmm. Moi, en tant qu'avocate, quand on me dit que bah, il y a des confrères qui font des divorces à 200 euros, à 400 euros, à 500 euros, je m'interroge et je réponds bah, comment un avocat peut coûter moins cher qu'un plombier, qu'un serrurier, qu'un lissage brésilien. Enfin, posez-vous aussi des bonnes questions. Et on a carrément même des clients qui viennent en rendez-vous qui pensent que c'est gratuit. Ah Enfin, bon? oui, et ça, c'est assez récurrent dans notre communauté. Donc, il y a personne qui travaille gratuitement, encore moins un avocat. Donc, si vous voulez être bien défendu, avoir une défense de qualité et que tous vos intérêts soient préservés et sécurisés sur le long terme, il faut payer le juste prix, hein. Et un divorce, ça coûte entre 2 000 et 4 000 euros hors taxe en moyenne. En fonction Ça, du c'est les cas, frais d'avocat? voilà, en Ok. fonction du cas de divorce vers lequel vous allez vous diriger. Donc, sur Ok. un divorce à l'amiable accepté, on peut tenir sur du 2 000 euros hors taxe, ce qui ferait 2 400 euros TTC. Hmm. Si on part en divorce pour faute, ou bien si on part sur un divorce très conflictuel avec de gros enjeux financiers, il faudrait prévoir une enveloppe de 4 000 euros hors taxe environ. D'accord. Ok. Et alors, Mais voilà, du mais coup, vraiment après, à mettre en parallèle avec les autres professions et être cohérent et se dire qu'un avocat, ça peut vraiment, enfin, l'intervention de l'avocat, elle est quand même décisive sur l'avenir bah, des époux, oui, c'est ça. qu'on rapporte beaucoup d'argent à nos clients. Alors, ou bien on va leur faire gagner une prestation compensatoire, ou bien on va éviter à l'époux qui la doit de payer une prestation compensatoire trop importante. Mhm. On va sécuriser leurs droits vis-à-vis des enfants. On va faire en sorte qu'ils aient de bonnes pensions alimentaires. Enfin, c'est limite une somme d'argent qui va nécessairement vous faire rapporter de l'argent derrière. Hmm, Et c'est un donc, investissement, en fait. C'est ça que. voilà, c'est un D'accord. investissement, mais voilà, et si vous voulez avoir une bonne décision et un divorce qui soit bien négocié, ben, il faut mettre le juste prix parce que nous, c'est beaucoup, beaucoup de travail derrière. D'accord, entendu. Et alors, au-delà des frais d'avocat, tu as parlé, on va se tutoyer du coup, Oui, il n'y a pas tu as de parlé souci. des prestations compensatoires. Est-ce qu'il y a d'autres frais à avoir en tête quand on veut divorcer? Dans le sens où, en fait, je pense qu'il y a des personnes qui disent, c'est bon, je veux divorcer, mais en fait, ils se rendent pas du tout compte, et à juste titre, parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout les infos, des choses à prendre en considération. Alors, un divorce, donc avec des gros enjeux, c'est un divorce qui va coûter très cher. Et limite, l'avocat, c'est celui que vous allez le moins payer dans l'affaire. D'accord. Vous avez la petite dépense du départ, donc c'est les huissiers qu'on fait intervenir pour faire délivrer les actes. Donc ça, c'est pas excessif, c'est entre 100 et 300 euros en fonction enfin, s'il y a urgence ou pas dans le dossier. Vous avez après, bah, quand il faut liquider la communauté, donc il va falloir faire intervenir un notaire, donc payer le notaire. Vous avez également une taxe sur le partage que vous payez à l'État. Et donc ça, c'est calculé en fonction du patrimoine, de l'ensemble du patrimoine Ah, à j'ai juste une liquider. question. Alors, Oui. dès lors où on partage son bien, l'État prend sa part, comme ça. Dès lors où on partage la communauté, vous avez une taxe sur le partage qui s'applique automatiquement. Donc elle change chaque année et elle a tendance à la baisse en ce moment. Donc pour vous dire, je n'ai même pas le taux, mais c'est de l'ordre de 1,5%, c'est pas excessif. Hmm, ok. Mais vous avez en Mais plus de elle est ça, réelle, donc elle est les présente. émoluments, voilà, elle est présente. Ok. Vous avez en plus de ça les émoluments du notaire. Mhm. Et quand on est sur C'est quoi les quand, émoluments du notaire, pardon? bah, c'est le notaire qui va falloir payer. Le notaire, il va pas vous faire. En fait, c'est le notaire qui va dresser un état liquidatif, qui va se charger de la répartition et du partage des biens, en disant, bah, Madame, elle va prendre, par exemple, hein, on va donner enfin, Madame prendra le bien, Monsieur va prendre la voiture et telle société. Il y a peut-être des soultes à verser à l'autre époux. Donc c'est le Hmm. notaire qui s'occupe de tout cet aspect-là, et le notaire, il faut le payer. Donc D'accord, ok. c'est le tarif de l'intervention du notaire. D'accord, entendu, entendu. Il y a d'autres Quand, choses? oui, alors quand on est sur des divorces très très complexes, Hmm. donc il y a que le financier qui rend complexe un divorce hein, dans la plupart des cas. Donc avec beaucoup de sociétés, beaucoup de biens. Dans ce cas-là, on va demander au juge de désigner des experts. Mhm. Donc ça peut être des experts comptables, ça peut être des notaires, donc qui sont désignés par la juge. Et donc là également, il va falloir provisionner, enfin payer ces experts de justice et ça coûte quand même extrêmement cher. D'accord, entendu.
Bon, ben merci pour ces précisions. J'ai peut-être une dernière question sur les technicités un petit peu du divorce. Encore une fois, pour les personnes qui nous écoutent, parce que moi, les personnes autour de moi qui ont divorcé m'ont souvent dit qu'est-ce que c'est long un divorce. Et pourtant, j'ai des personnes autour de moi qui n'ont pas eu d'enfants, qui se sont séparées via le consentement mutuel. Mm. Et en tout cas, en région parisienne, on leur a dit ça prend minimum 1 an. Est-ce que tu confirmes cette information? Et puis deux, est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi c'est aussi long? Parce qu'en fait, on ne le comprend pas. Alors, je la confirmerai, enfin oui et non, ça dépend des cas, ça dépend des situations et ça dépend du secteur géographique. Mmh. Alors théoriquement, un divorce, ça peut aller très très vite. Vous avez aujourd'hui, vous avez la possibilité aujourd'hui de divorcer donc sans juge, donc c'est un notaire qui va homologuer les accords. Donc là, je parle d'un divorce par consentement mutuel, on est d'accord sur tout. Mmh. Et c'est vrai que ce qui peut rallonger un peu ce divorce à l'amiable, c'est quand vous avez des époux qui sont binationaux et qui ont fait transcrire leur mariage sur les états civils de leur pays d'origine. Oui. Donc, par exemple, vous avez un couple algérien, enfin franco-algérien, marié en France, donc né en France, grandi en France, mais qui ont la merveilleuse idée de faire transcrire leur mariage sur les registres d'état civil algérien. Vous avez par exemple l'Algérie, c'est un pays qui ne reconnaît pas les divorces notariés. Donc on est obligé de passer par un juge, donc ça donne un divorce à l'amiable judiciaire. C'est exactement la même chose qu'un divorce à l'amiable notarié, sauf que au lieu de demander à un notaire d'homologuer la convention de divorce, ce sera un juge qui doit le faire pour permettre la circulation de cette décision en Algérie par exemple. Mmh. Et donc là, effectivement, c'est un peu plus de temps, c'est un peu plus long, pardon, et la lenteur, elle est due uniquement à l'engorgement des juridictions parce que les époux seront divorcés à la première audience. C'est juste qu'on n'a pas de date disponible, de première date d'audience disponible rapidement. Et donc là, D'accord. on est sur, selon moi, hein, le seul secteur géographique qui, aujourd'hui, hein, c'est-à-dire en 2024, le secteur géographique qui pose problème, c'est le 92, c'est Nanterre. Sinon, ailleurs, on arrive à avoir des homologations en 2, 3 mois, hein, que ce soit Paris, 93, 95. Le secteur géographique vraiment du moins dans les secteurs dans lesquels j'interviens moi, c'est Bien sûr. Nanterre, voilà, où Mmh. il faut en général 7 à 8 mois pour avoir une première date d'audience. Enfin, une première date d'audience. OK, d'accord. Voilà, mis Merci à part beaucoup. ça, vraiment, il y a une réforme, donc où la partie, enfin la conciliation a été supprimée. Et donc, moi, je trouve quand même qu'il y a une accélération des divorces, que c'est plus aussi long qu'avant. Ça a été divisé par deux le temps d'un divorce. Et donc, en moyenne, ça, même quand c'est conflictuel, ça prend 12, 18 mois grand max, en première instance. D'accord, Après, s'il y OK. a un époux qui fait appel, et ben ça rallonge encore. Mais dans la plupart des cas, c'est 12, 18 mois. OK. Bah, merci beaucoup pour cette précision. Je pense que ça pourra peut-être soulager des personnes qui parfois ont peur de prendre cette décision parce que cette information-là continue de circuler. À présent, j'aimerais qu'on aborde la question quelque part des raisons et des conséquences du divorce, qu'on aille un peu plus sur de l'humain. J'espère vraiment qu'on parlera un peu moins d'argent parce que vraiment ça me, ça me fait quelque chose quand même de voir que quelque part, ça fait presque 30 minutes qu'on parle et que l'impact financier dans un couple, dans une vie est aussi présent. Mais bon, c'est presque un point de vue personnel, mais voilà, je pense qu'on n'a pas l'habitude dans le halal love de parler autant finance et l'argent c'est pas un gros mot, mais là je trouve que c'était une couleur qui était un peu lourde, un peu heavy. Mais bon, passons. Je comprends, Euh, je comprends. Bon, sur les raisons et les conséquences du divorce, ma première question, c'est que elle me fait presque de la peine en fait de cette question-là, mais je vais quand même la poser parce qu'elle est importante. On entend de plus en plus autour de nous, oui, mais aujourd'hui les gens ils divorcent pour rien. Aujourd'hui on divorce pour des choses futiles, et je me dis que c'est quand même presque un manque de respect pour les gens qui ont divorcé, parce que comme me disait une de mes sœurs, qui n'est pas divorcée d'ailleurs, mais elle me disait, mais oh, moi ça me paraît hyper dur de divorcer. Enfin, et moi je me dis la même chose aussi. Je me dis, mais c'est presque un manque de respect que de dire tout le temps ça, en tout cas, sur le divorce, alors qu'en face de nous, on a des personnes qui ont divorcé, et j'ose espérer que beaucoup d'entre eux n'ont pas divorcé juste en se levant un matin en disant, et si je divorçais? Je pense que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Mais est-ce que toi, dans ton cabinet, tu vois quand même, ou en tout cas tu as des exemples précis où tu t'es dit, ah là franchement par contre, on s'est séparés pour rien. Quel est ton avis là-dessus, du fait de ton expérience? Alors, selon moi encore, hein, et de mon expérience, on ne divorce jamais pour rien. C'est-à-dire que les époux sont les mieux placés pour savoir si la situation elle est tenable ou pas. Et quand vous avez des époux qui décident de divorcer, généralement, enfin, ils ont une raison. Et donc, à nos yeux, elle peut paraître futile, mais si cette personne a considéré que tel détail, enfin, rendait la vie insupportable, et ben, c'est sa vie, c'est sa sensibilité.
et c'est sa capacité à tolérer un quotidien ou pas. Maintenant, voilà, divorcer pour une raison futile, je pense que c'est parce qu'on s'est marié aussi pour une raison futile. Et les personnes qui se marient, enfin, de manière réfléchie, qui prennent conscience de l'étendue de l'engagement, bah, généralement, eux, on les retrouve pas dans nos cabinets. Et d'ailleurs, moi, là, malheureusement, je vais pouvoir vous faire enfin, un retour que sur les situations où ça s'est mal passé. Parce que je ne vois que les échecs de divorce. Moi, les mariages qui fonctionnent bien, on les voit pas. Mmh. Et alors justement, est-ce que tu peux nous indiquer, toi, quelles sont, les raisons principales, de séparation quand on vient te voir? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quelles sont les raisons principales de séparation au sein de la communauté musulmane. Parce que moi, quand je me suis renseignée, c'était plutôt des raisons de séparation, d'un point de vue global. Et là, on avait en premier lieu, l'infidélité, ça c'était le premier motif. Le deuxième motif, c'était, l'égoïsme. Je trouvais ça d'ailleurs, très intéressant. Mhm. L'égoïsme au sens de, je fais passer mon activité d'abord, je fais passer mon travail d'abord, ou je ne t'aide pas dans les tâches ménagères, au retour de la fameuse et très connue charge mentale. Qu'est-ce que toi tu vois au sein de la communauté musulmane? Pourquoi on divorce au sein de la communauté musulmane? Alors, le motif, on va dire le plus futile et je dirais c'est le moins grave, ce sont les divorces qui interviennent bah, très vite, c'est-à-dire qu'avec erreur de casting. C'est l'erreur de casting, c'est on n'a pas choisi la bonne personne et donc 2, 3 mois après, ils viennent nous voir pour une première consultation. Bah, je vais essayer de réparer, je vais voir un thérapeute et je reviendrai si ça s'arrange pas. Et 1 an, 2 ans après, ils reviennent et ils divorcent. Donc ça, c'est la fameuse erreur de casting. Donc elle est Mmh. réelle. On se marie et voilà, on n'a pas eu le temps de se connaître bien avant. On s'est sélectionné sur des critères objectifs et puis on a constaté dans les faits que c'était pas suffisant. Donc on divorce. Donc ça, c'est les mariages express. Donc on a des gens qui viennent nous voir 8 jours après le mariage. On a eu des Non. divorces 20 8 jours jours, t'as après le déjà eu ça? mariage. Ah oui, Ah oui, ouais. 20 jours après le mariage. On a 1 mois, on a 3 mois, on a 1 an. Mais voilà, vraiment, on va dire les courageux qui se trouvent dans cette situation-là. Généralement, ils tiennent 12, 18 mois et après 10 ans, c'est bon, moi, j'en peux plus. Mais alors, Euh, alors là, pour le coup, tu vois, c'est peut-être pour ça que certaines personnes se disent: «Oui, aujourd'hui, on divorce pour rien». Comment en 8 jours, tu te dis pas, «Bah, attends, là, peut-être que» parce qu'en fait, heu, tu t'es marié, tu l'as choisi, en fait. On n'est plus à l'époque de, certains de nos parents où, on était sur des mariages arrangés. Tu l'as vu, On tu as est dit «oui». d'accord. Oui, t'as dit oui, mais tu as Qu'est-ce qui dit, s'est enfin, dans passé? la mesure, je pense que moi, je suis pas dans le quotidien de ces gens-là. Mais Bien sûr, tu t'es marié, on va dire, dans le halal love, c'est-à-dire que tu c'est le n'as cas pas de le dire. côtoyé, tu vois, tu n'as pas, non, en principe, en théorie, c'est que tu n'as pas côtoyé la personne, tu n'as pas vécu avec elle, donc tu la découvres dans son quotidien. Et il y a des gens qui sont invivables, il y a des gens qui sont violents, il y a des gens qui sont méprisants, il y a des époux qui sont époux ou épouses, hein, Mmh. euh, qui sont très très difficiles à vivre. Et vous avez, enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont aussi très lucides, qui savent dès le début que ça va pas marcher. En fait, il a signé, ok, mais au bout d'une Ouais. semaine, il a découvert le poteau rose et il se dit, mais là, c'est certain, ça va pas le faire. Ouais, Et vous c'est avez des vrai. Mais grosses c'est grosses, vrai, voilà, vous avez des grosses c'est vrai. grosses crises qui éclatent avec Ouais. les familles qui s'en mêlent et quand ça part trop loin, bah, finalement, on atteint un point de non-retour et très vite, on prend la décision de divorcer. Ouais, c'est vrai que j'ai une proche qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, en fait, le moment où on a commencé à vivre ensemble, je me suis dit: «Oh, ça va être très compliqué». Mm. Elle l'a dit tout de suite. Mais j'aimerais quand même revenir sur ce que tu disais sur le fameux halal love et c'est pas parce que c'est le nom du podcast, mais j'aimerais vraiment apporter une nuance, c'est que souvent, moi, j'entends beaucoup ce truc de: «Oui, mais quand tu vis pas avec la personne, tu sais pas qui elle est» et cetera. Moi, franchement, j'ai envie d'apporter une nuance et j'aimerais qu'on se rappelle quand même quelque chose de fondamental. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette règle-là. Donc cette règle, elle est bonne. C'est-à-dire que le problème, c'est pas de pas fréquenter la personne avant le mariage. On peut tout à fait rentrer dans un mariage avec une personne qu'on n'a pas fréquentée avant, c'est possible et ça se passe bien. Mais ce qui fait que ça se passe bien, je pense, c'est que par la grâce à ce printemps-là, on a posé les bonnes questions avant. Tout à Moi, j'ai fait quand même le d'accord. sentiment, Je suis tout à et fait tu me diras, d'accord. voilà, moi je pense que honnêtement, et alors désolée si les auditeurs ou les auditrices sont pas tout à fait d'accord là-dessus, mais je pense que surtout en tant que femme, il y a des choses qu'on voit très bien avant le mariage. On les a vues, mais on a décidé Et les femmes d'avancer. et les hommes aussi, hein. Les hommes Ah, ont vu les défauts en fait. C'est que tout le monde se voile la face. merci. Donc on se voile la face. Donc vous avez des promesses qui sont faites et le problème c'est que tout le monde croit aux promesses. On a Euh, envie d'y croire, mais au fond de nous, on sait très bien que c'est des promesses. voilà, On n'a pas 5 ans. exactement. Voilà. Ils n'ont pas fait la bonne istikhara ou ils n'ont pas écouté. Ils Ils n'ont ont pas pas, écouté ils parce n'ont que pas le prêté sirah est toujours attention bonne. aux signes. Voilà, Peut-être, ils n'ont pas peut-être, prêté Allah attention aux A'lam. signes. Donc on veut, voilà, et par moments carrément, vous avez des gens qui ont des signes négatifs et qui foncent. Tout le monde leur dit ce n'est pas le bon choix et ça fonce.
Merci. Mais tu vois, pour moi, c'est hyper important de le rappeler parce que après, c'est trop facile de dire oui, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas vécu avec lui avant Non, ou pas non, vécu bon, je qu'avec suis elle d'accord. Pour avant. moi, c'est pas, voilà, c'est Il faut pas. Il faut nuancer poser les ça, c'est bonnes, important. voilà, il faut poser les bonnes questions et se dire que le mariage, en fait, ce n'est pas qu'une question de statut social. C'est pas qu'une question, c'est pas qu'une question de sentiment. Ce n'est pas qu'une question de promesse. C'est ok, il gagne bien sa vie, ok, parce que j'ai l'impression que c'est la quête aujourd'hui des jeunes filles, c'est que monsieur paye tout et moi je paye rien. Le mariage, ce n'est pas que ça. Et s'il paye tout et que vous ne payez rien, mais que derrière, en fait, il est méprisant, qu'il est violent, qu'il vous rabaisse, enfin, vous avez perdu au change, hein, enfin, Oui, puis là, il y a encore ce ça va truc être de un l'argent, cauchemar. c'est le pouvoir. Il y a ce truc de Ça va parce que être un je paye tout, cauchemar. à quelque part, je t'ai payé toi et tu m'appartiens. Alors, je rajoute quand même une nuance. Il est vrai qu'il y a certaines personnes qui cachent très bien leur jeu. On est d'accord, tu peux poser des super bonnes questions et il y a des personnes, comme on dit, pardonne moi l'expression, c'est des bluffeurs. Voilà, il y a des personnes qui sont très très fortes, mais je pense qu'elles sont pas si nombreuses que ça. La réalité, c'est qu'honnêtement, quand on creuse, Oui, 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 quand on oui, prend le oui. temps, on peut tout à fait se dire non là franchement au bout de quelques semaines, quelques mois, il y a des choses sur lesquelles je suis pas en confiance et dès lors on n'est pas en confiance, on se doit de se demander est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Allahu A'lam. Exactement. Oui, oui. Alors, est-ce que tu as d'autres motifs de divorce que l'erreur de casting? Alors, l'erreur de casting, je dirais, c'est la moins grave parce qu'il n'y a pas trop d'enjeux. Généralement, il n'y a pas d'enfants. Voilà, ils divorcent très vite. Ouais. Voilà, c'est vraiment erreur de casting, c'est la moins grave. Vous Mhm. avez après, donc c'est le cas qui revient souvent, mais c'est dans le cadre de longs mariages, c'est-à-dire que les enfants sont grands, il y a 20 ans de vie commune, enfin vraiment c'est un projet sérieux. Ils ont voilà, il y a une maison, il y a voilà, on va dire il y a le package de base. Et Ouais. ce qui va faire sauter ce mariage en éclat, ça va être un défaut. Très souvent, ça va être un événement qui va se produire dans la vie d'un des époux, un événement grave. Donc généralement, ça va être la perte d'un être proche, ou généralement d'un parent. Donc c'est pas une perte, on va dire anormale. Voilà, c'est quelqu'un de très âgé qui va partir et donc l'époux va perdre son parent et va se sentir pas soutenu. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, il n'était pas là, il m'a pas accompagné au bled. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça va Mhm. être l'événement. En gros, c'est des gros événements comme ça qui Mhm. finalement, moi, selon moi, vont venir secouer la personne, parce que quand on perd un proche, finalement, on re-questionne la vie, et on se re-questionne nous-mêmes, et on se dit, ben, est-ce que ma vie, je suis en train de la vivre de la bonne manière? Est-ce que je Mhm. passe pas à côté de quelque chose? Et on va se servir, je pense, selon moi, de cet événement-là, pour tout remettre à plat et procéder à des réajustements et tirer les conséquences d'un mariage qui fonctionnait, selon moi, déjà pas depuis très longtemps. Oui, franchement, ça allait être mon intervention, mon commentaire, c'est de me dire, mais en fait, là, pour le coup, j'entends, en tout cas, je dis pas qu'ils ont raison, mais j'entends les personnes un peu plus âgées qui nous disent, ça c'est ma mère qui dit ça, oui, mais ça c'est des Mm. petits trucs qui tiennent pas debout, dans le sens où c'est très lourd de perdre un être cher. Je dis pas que Mm. c'est une petite chose, mais par contre, de se dire, il m'a pas soutenu, il est pas venu avec moi au bled, je comprends, franchement, je comprends que ça puisse faire mal, mais est-ce qu'on peut laisser le bénéfice du doute à la personne? Est-ce qu'on peut pas en parler en disant, bah là, franchement, t'as pas été là, ça m'a fait mal, et je t'explique pourquoi ça m'a fait mal. Toi, explique-moi pourquoi t'as pas senti que c'était urgent de venir avec moi. Et est-ce qu'on peut pas avancer en fait? La thérapie de couple, ça sert aussi à ça, en fait, de La, dire, dans la les couples, en décision fait, il est y a prise. des, Moi, je pense que les décisions se prennent seules. On n'est pas, c'est-à-dire, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la maturité émotionnelle ou la maturité tout court d'amorcer un dialogue quand quelque chose ne va pas. Il y a beaucoup d'ego dans ces histoires-là. Et donc, les décisions, elles se prennent seules. Moi, je pense hein, que ces gros événements-là, ça secoue la personne et que du coup, elle a envie de mettre un terme à une situation qui déjà, hein, je pense, l'agaçait depuis très longtemps. tu dis que c'est un prétexte quelque part? Voilà, c'est pas un prétexte, ça va être un événement déclencheur d'une situation qui déjà était sur la fin. C'est la goutte d'eau alors, ok. C'est la goutte Oui, d'eau parce qui que fait après déborder le vase voilà, et c'est ok. pas que ça, il m'a pas soutenu, voilà, ça c'est le truc, voilà, on va me dire, j'ai perdu un être proche, ou il m'est arrivé ça, ou j'ai perdu mon emploi, et il ne m'a pas soutenu. Donc ça c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est moi qui Hmm. fais tout à la maison, lui il fait rien. Enfin, vraiment, et quand on a les époux, bah, c'est un tout autre son de cloche. Bah, moi, je fais tout, j'accomplis mon rôle, c'est moi qui fais tout. Elle est toujours chez sa famille. Je comprends pas pourquoi elle me reproche ça. Donc, D'accord. donc ça, voilà, c'est le deuxième, on va dire le deuxième, Motif un peu? voilà, le deuxième motif, voilà, qui est déjà un peu plus sérieux,
Et on est sur, déjà sur des divorces beaucoup plus complexes parce que, on va dire dissoudre 20 ans de vie commune, c'est pas comme dissoudre 2 mois de vie commune. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm, Il y a 20 ans de labeur, 20 ans d'épargne, 20 ans de communauté de biens à liquider. Vous avez des enfants, vous avez, enfin voilà quoi, il y a beaucoup aussi d'attachement ok, l'un à l'autre. d'accord, ok. Donc c'est les deux, vraiment c'est les deux, selon moi, les deux cas, enfin les deux cas de figure qui se présentent le plus souvent. La charge Après, mentale, elle est jamais voilà. évoquée? Enfin, si, t'en as parlé un petit peu d'ailleurs. Moi, je pense que mon cas numéro 2 ça rejoint la charge mentale. C'est-à-dire, c'est la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et le vase, il est composé de charge mentale, c'est ça que tu dis? Je pense, oui, c'est 20 ans où madame va nous dire, c'est moi qui fais tout à la maison, lui ne fait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si Hmm. tu... Si, je comprends, je Et comprends. en troisième, pardon. Oui, pardon, je t'écoute. Non, vas-y. Et en troisième cas, j'allais aborder le troisième cas, selon moi. Hmm. Ce serait là, ce serait vraiment les grosses boulettes, hein. Les grosses boulettes, les gros écarts de conduite. C'est Et je quoi dirais concrètement? et Qu'est-ce que encore, les et gens viennent même te voir dans ça, ton cabinet? Pourquoi? Concrètement. alors ça va être les violences. Les violences conjugales, c'est quelque chose quand même enfin, Ah là, c'est c'est quand même, sérieux. voilà, c'est quelque chose d'assez répandu. D'accord. Au sein de la communauté, tu veux dire? Enfin, en cas, les personnes qui Non, viennent, c'est ça que de tu dis? manière générale, oui, oui, de De manière manière générale, générale. oui, oui, les violences Merci de conjugales, le c'est quelque préciser. chose, et donc ça peut être des violences psychologiques, ça peut être des humiliations, ça peut être des violences économiques. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Et vous avez après l'adultère, mais je dirais même ça, c'est même pas quelque chose. Vraiment, les gens sont assez détachés aujourd'hui, hein. Quand il y a adultère, où elle accepte et elle poursuit sa vie, ou elle tire les conséquences, elle dit je passe à autre chose, mais voilà, il n'y a pas de, c'est pas les divorces les plus compliqués. D'accord, ça crée pas un drame en fait. C'est pas Non, justement il m'a trompé donc je vais le saigner concrètement parce que c'est ce qu'on entend parfois mais dans des divorces de personnes qui sont pas musulmanes. Il m'a trompé, c'est très grave ce qu'il a fait donc je veux qu'il paye. généralement, la femme trompée, elle veut récupérer son mari. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. C'est il m'a trompé, donc je vais lancer la procédure pour lui mettre un coup de pression et pour qu'il comprenne que s'il tient pas à carreau, je vais le saigner. Mais vraiment, dans la quasi-totalité des cas, on reçoit un mail la veille de l'audience. Non, maître, finalement, je veux pas. Je vais me laisser un délai. Je vais lui laisser une dernière chance. Vous voyez, c'est pas Waouh. l'adultère. Quand il y a vraiment l'adultère, c'est pas le pire dans notre communauté. C'est D'accord, OK, franchement pas le bon pire. ben OK, je m'abstiendrai de tout commentaire du coup. Euh, tu vois, j'ai une question par rapport justement aux raisons du divorce. C'est que quand tu te renseignes un petit peu, enfin en tout cas moi quand je regarde des interviews, j'écoute des podcasts, ce que beaucoup de thérapeutes de couple disent ou beaucoup de spécialistes du divorce disent, c'est que euh, la raison pour laquelle tu divorces, c'est jamais vraiment la raison pour laquelle tu divorces. C'est-à-dire que tu dis par exemple, bah, en fait, je viens vous voir, maître, je viens vous voir parce qu'il m'a trompé. En fait, la réalité, c'est que il y a une situation qui est sous-jacente à cette situation-là. Tu en as un petit peu parlé d'ailleurs avant, mais que en fait, ils disent très souvent la raison principale pour laquelle les gens divorcent, c'est qu'ils se disconnectent, ils se déconnectent. En fait, il y a la déconnexion du couple. Et en fait, la déconnexion du couple, ça se fait sur énormément d'années, voire des décennies. Et c'est ça la véritable raison pour laquelle principalement les divorces ont lieu, c'est qu'on n'est plus connecté. On n'est plus connecté parce que on a pu faire le travail nécessaire pour cimenter le couple parce que Dieu sait que c'est un travail de tous les jours. Qu'en penses-tu? Alors, je dirais que oui. Dans une petite partie, il y a ce problème de déconnexion où on a des gens qui avaient vraiment un projet commun à l'origine, des sentiments réciproques, une belle histoire, une belle famille. Là, effectivement, il peut y avoir cette déconnexion du couple. Une petite Généralement, ça, partie, tu dis? oui, oui, une petite partie. Ok. Et généralement, eux, ils divorcent de manière également assez consensuelle. C'est pas, ça va pas être la guerre. Et l'autre partie, c'est selon moi des divorces où il n'y a jamais eu de connexion. Alors je vais parler crûment, mais sans connexion, pas de déconnexion. C'est juste qu'ils se sont mis ensemble parce que c'était l'heure de se marier, parce que il fallait se marier, pas, mais voilà, parce que objectivement, il ou elle présentait certaines garanties. Mais selon moi, il n'y a jamais eu de déconnexion et on se retrouve avec des gens qui se sont jamais compris, quoi. Enfin, ils divorcent. Et c'est vrai que quand on arrive à l'audience, on se dit, ah, c'est sa femme. Oh, mais ils n'ont rien, enfin, et même, enfin, visuellement,
enfin, ils vont, c'est pas qu'ils ne vont pas ensemble, c'est que c'est évident, limite c'est évident en fait qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Je trouve ça passionnant ce que tu dis là, parce que là, tu es en train, je trouve, d'ouvrir une porte qui est incroyable, tu sais, parce que les personnes que j'ai entendues parler de déconnexion, c'est des personnes, des thérapeutes de couple, des spécialistes de divorce, qui ne sont pas musulmans, d'accord. Donc la vision de l'amour et du mariage, elle est complètement différente. Dans des cas comme ceux-là, la plupart du temps, tu te maries parce que bah voilà, t'es amoureux, t'as cru à ton projet et effectivement, en tout cas, tu te mets en couple. La plupart du temps, Mhm. c'est pas toujours le cas, faut pas se mentir. Aussi, dans des communautés où les personnes ne sont pas musulmanes, tu peux avoir des gens qui se mettent en couple parce qu'ils n'ont pas envie d'être seuls, ça arrive. Mais en tout cas, il y a plus ce truc de je veux trouver le véritable amour, je veux être en couple avec quelqu'un que j'aime. Et donc, effectivement, il y a une déconnexion. Mais j'ai le sentiment, dans ce que tu dis, que finalement, au sein de la communauté musulmane, on ne se marie pas pour les mêmes raisons. Parfois, on se marie parce qu'il faut se marier, parce que je veux des enfants, parce que pression sociale. Et donc, ben, il n'y a pas de connexion. Tu t'es marié parce que tu avais envie d'y croire. Exactement, mais ça c'est très C'est très ça, dur, non? hein. Oui, oui, moi par exemple, il m'arrive d'avoir des clients qui se sont mariés par le biais d'une muqabala par exemple. Très honnêtement, la vie est dure, hein. En tout cas, moi, de ce que je constate, et là encore, je n'ai que les cas dysfonctionnants qui arrivent à mon cabinet. Mhm. euh, enfin, c'est violent. Moi, je trouve que leurs mariages sont extrêmement violents, À quel avec niveau? du Pourquoi? mépris. Enfin, ce sont des modes de vie, enfin, qui sont beaucoup dans le sacrifice, avec finalement très peu de moments de plaisir, et ce qui fait que la vie devient très dure dans ces conditions. Ouais, complètement, complètement. J'ai une pensée, très émue pour, une auditrice qui se reconnaîtra, qui m'a partagé ça et effectivement, c'est exactement ce que tu disais là et ça la conséquence, ça a été, la séparation, Très pour elle. difficile, et vous avez Ouais, des filles, enfin vous avez des femmes qui font beaucoup d'efforts pour être à la hauteur, qui sont ouais. de bonnes, voilà, Puis qui qui tiennent veulent y bien leur croire, en fait. foyer, voilà, Oui, qui tiennent bien complètement. leur foyer, et qui sont exclusivement tournées vers l'autre, vers les autres, Mmh très peu vers elles. Et du mh. coup, ben, elles s'oublient complètement et elles se disent, ben, j'ai pas de retour sur investissement. Ouais, Vous voyez ce que je OK. veux dire? Et pour ces Ouais, filles-là, enfin pour complètement. ces femmes-là qui divorcent, vraiment, pour le coup, c'est triste parce qu'elles se sont vraiment bien, elles ont fait beaucoup d'efforts Ouais. et finalement, c'est pas récompensé. Il y a vraiment je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire sur, hem, alors sur les Moukabala, dans quel sens je dis ça? Dans le sens où, je pense qu'on a encore très, c'est dur en tout cas je pense de bien choisir la personne, de saisir les enjeux avant de te marier. Enfin et moi de toute façon le podcast il est né pour ça en fait, parce que j'avais du mal à comprendre, c'est quoi se marier, comment on fait pour choisir la bonne personne. Ça c'est la question à 1 000 000 d'euros. Comment tu fais pour trouver le bon et comment à quel moment tu On dis: peut «OK pas je vais savoir. prendre lui». Bah, c'est ça en fait. Bah, en tout Moi, je cas, enfin dirais, ce qui réussit, je vois ceux qui s'en sortent le mieux. Vraiment, mmh il y a un concept, je sais pas si, enfin, en arabe qui est connu. Je sais mh. pas si, je sais pas comment le traduire dans d'autres cultures. C'est la Mmh. niya, c'est-à-dire avoir la niya, c'est-à-dire La bonne intention. voilà, la bonne intention de faire les choses bien. Et ben, il y a toujours, enfin vraiment, c'est un élément alors c'est pas juridique, c'est pas factuel, Mmh. mais c'est un élément qui sauve beaucoup de gens, qui font De qu'ils de se du fait de retrouvent d'avoir une bonne nia quand tu te d'avoir la maries ou bonne dans ton niya mariage? dans tout. Donc, Mmh. au moment du divorce, au moment du mariage, vraiment les circonstances, elles tournent en leur faveur. Subhanallah. Vraiment. Et là, pour le coup, c'est constaté. Vous avez quelqu'un qui a la niya, je veux divorcer, ok, je lui donne son droit. Vous avez l'autre en face qui veut le saigner, ben, par un coup du sort. Vous savez, des fois, des huissiers qui passent pas alors qu'ils devaient passer. Vraiment, boum! Subhanallah. Et la situation, elle bascule complètement à son avantage. On adore, Ou mashallah. l'avocat, voilà, ou l'avocat de la personne qui voulait saigner, qui se présente pas à l'audience. Du coup, mais finalement, les, les anges, les Ah anges ouais. œuvrent pour vous, monsieur. Enfin, ça Ah, se c'est passe Allah qui est plutôt à bien. l'œuvre, hein. C'est trop beau. Et pareil, au moment du mariage, vous avez des gens NIA, c'est-à-dire que oui, mais moi, à la base, enfin, j'ai épousé cette personne, c'est elle qui est en situation un peu favorable financièrement, c'est elle qui a voulu que je fasse un contrat de mariage. Ben, finalement, je la remercie, j'ai divorcé, j'ai acquis un patrimoine de 30 millions d'euros, enfin, j'ai fait des boîtes, je les ai vendues, et donc oui, j'ai payé une prestation compensatoire, mais au début, j'avais la NIA, elle m'a dit fais, j'ai fait, et ça m'a préservé sur le long terme. Subhanallah. Très bien. OK, bah, c'est super beau à entendre. Je souhaitais rebondir également sur quelque chose de très important Mmh. au niveau des contrats de mariage. Alors, contrat ou pas contrat, ça c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai constaté. Mmh mh. Quelqu'un qui est grand seigneur, il sera grand seigneur avec ou sans contrat de mariage.
C'est-à-dire que s'il a décidé dans sa tête de mettre bien sa femme et ses enfants après, parce que parce qu'il est comme ça, il la mettra bien avec ou sans contrat de mariage. On a des clients avec des contrats de mariage, mais qui mettent madame très très bien. Ils vont lui laisser la maison, voilà, il va lui verser une rente tous les mois, il va s'occuper de ses enfants, il va tout gérer. Ça existe avec ou sans contrat de mariage, et généralement, ce sont des hommes qui ont des contrats de mariage, qui sont bien faits, bien constitués, bien organisés. Voilà, ils se comportent en bon père de famille. Et vous avez d'autres personnes qui sont sans contrat de mariage, c'est-à-dire en communauté de biens, qui ont acquis beaucoup de patrimoine, qui vont s'arranger pour ne rien laisser à madame. Et donc vous allez avoir d'un côté une femme au foyer qui n'a pas trop les ressources. Vous allez avoir en face un requin des affaires qui connaît tous les avocats, les experts comptables, les présidents de chambre du commerce, hein, vraiment qui ont le bras très très long. La guerre est déséquilibrée, c'est-à-dire que madame, elle n'aura même pas les moyens financiers Oui, de prendre les bons avocats qui vont ouais. la défendre face à ce type de requin. Et s'il a décidé de ne rien donner, il ne donnera rien. Donc là, Nia encore. Vraiment, il faut être Nia, se dire, bon, j'y vais. Et de toute façon, le hasard, c'est Dieu qui donne. Oui, Et bien sûr. il faut pas trop faire de calculs dans ses affaires. Celui-là qui fait des calculs, les calculs se retournent quasi systématiquement contre celui qui les fait. Oui, même dans le cas où que tu viens de présenter, où finalement, madame, elle est, ben, en fait, c'est vraiment David contre Goliath. Ben, Oui, Allah oui, nous a montré David contre Goliath parce que, exactement. on finit quand même toujours par y arriver, même si c'est long. Allah, il n'oublie personne et la justice divine, elle existe et il faut en être, persuadé. Exactement. Et on a des, enfin vraiment, et pareil, pardon, je vais avoir un époux qui va me dire, ben voilà, moi je suis d'accord pour donner à madame la Mmh. moitié de la maison, je suis d'accord pour lui payer une prestation compensatoire, mais raisonnable, pas ce qu'elle veut. D'accord. Et donc madame, elle aura des prétentions, mais complètement déraisonnables, donc ça part au conflit, et finalement, elle se retrouve sans rien à la fin. Donc elle va avoir peut-être sa partie de la maison, mais monsieur va faire en sorte de pas payer les impôts fonciers, etc. Donc il va un peu l'endetter, mais elle Mmh. se retrouve en fait en fin de combat, mais, mais en perte absolue. Waouh. Tu as beaucoup Et de ce que personnes je qui viennent dis, te voir avec des attentes bien irréalistes? sûr, ah, mais c'est tout le temps des attentes irréalistes. C'est très souvent. Le niveau. Après, bon, on va revenir parce que c'est très souvent des attentes irréalistes. Il y a des gens qui pensent que le divorce est la française des jeux. Et donc on leur dit non mais calmez-vous. Enfin, quand monsieur gagne 1000 € par mois, tu peux pas venir me dire moi je veux 100 000 € ou je veux 1 million d'euros. Enfin, Oui, j'ai entendu un avocat qui ce- disait ça pareil. Non, mais en fait, à vous calmez-vous. 2, ça fait même pas 2 000 €. Comment tu veux me demander, je veux 1 million, ça n'a aucun sens. Non mais Et donc ça, tu calmez-vous. as ça aussi. Vous OK. voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc oui, ça arrive, hein. Un tien vaut mieux OK. un tien quand on a un requin des affaires en face de nous et qu'on sait qu'on n'aura pas les reins solides pour pouvoir l'affronter. Un tien vaut mieux deux tu l'auras. OK. On retient la règle. On retient. J'aimerais qu'on reparte un peu sur la NIA parce que j'avais une question en fait, qui touchait un petit peu ce sujet-là. Est-ce que, tu constates toi un lien entre, ben, ouais, le manque de pratiques religieuses, et ou de religiosité? Bon, la religiosité, c'est plus le comportement, la foi. Est-ce que ça, tu vois, est-ce que ce sont des choses qui amènent à un divorce selon toi? Est-ce que toi, tu le vois ça, dans ton cabinet ou est-ce que tu as pas la visibilité pour le voir? Alors très honnêtement, je n'ai pas la visibilité. Après, c'est vrai que après, c'est quoi la religiosité et c'est quoi être musulman? Enfin, il y a des gens, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'une pratique selon moi, c'est aussi un cœur, c'est aussi une manière une C'est vision du bien de monde et de voir les préciser, hein, la choses. pratique religieuse et la religiosité, c'est-à-dire que le comportement, les valeurs, la foi qui émanent au quotidien, en fait. Alors Est-ce je que dirais, tu comment vois-tu? enfin, si vraiment il y a des personnes qui sont vraiment musulmanes, avec le cœur et l'éthique que cela comporte, hein, ils ne peuvent que se séparer en bons termes. Vous voyez ce que je veux Mmh, dire? Enfin, et ouais. carrément ne pas se séparer, ou quand la séparation est inévitable, ça se passe hyper bien. Tu le Maintenant, vois dans ça? la pratique, oui, oui, hein, vraiment, mais c'est plutôt une question de cœur, hein. Et dans la pratique, on a des gens qui, d'apparence, se présentent comme étant les plus rigoristes en islam, avec, enfin vraiment très rigoriste, une pratique très stricte de la religion. Et quand on Mmh. lui dit, bah écoute, vous êtes en communauté de biens, monsieur lui veut revendiquer une séparation, qui pourtant est conforme au droit islamique, ils veulent pas, enfin vous voyez ce que je veux dire, ils veulent pas en entendre parler. Ah Et ça ouais? va être, oui, oui, et ça va être, enfin vraiment une guerre acharnée. Donc ça veut vraiment
Non, l'idée de toute façon, Je c'était pas de juger sur l'apparence, hein. C'était vraiment de se dire, comme tu dis, tu as parlé du cœur, moi je parle de la foi, mais pour moi ça se rejoint en fait. mmh, Quelque part, ce que tu dis quand même, c'est que quand on a une foi, on a un bon cœur, quelque part ça se ressent aussi dans sa manière d'amener le divorce et que évidemment oui, l'habit ne fait pas le moine. Tu as des personnes qui peuvent arriver exactement, avec oui, une oui, c'est posture. c'est c'est être respectueux, c'est être Mmh. respectueux des droits de l'autre parent. C'est Mmh. se dire, l'enfant, par exemple, il n'est pas qu'à moi, il est aussi au papa. Et donc, c'est Mmh. tout à fait normal que le père, revendique un temps de présence équivalent à celui de la mère. Si vraiment on essaie d'être équitable et de penser aussi à l'autre, Mmh. aux Bah, besoins et aux justement droits de l'autre. OK, bah, tu me fais une transition, parfaite parce que la prochaine question que j'allais te poser, c'est par rapport aux enfants. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre 3 possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur 2, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance, et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi, et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous, et peace and halal love sur vous.